Le 23 juin 1939 paraissait dans l'Action française et dans Je suis partout la critique de François Vineuil du film Fric-Frac, texte intégral. J'ai entendu souvent plaindre les chroniqueurs du théâtre, de la musique et du cinéma. Leurs lecteurs, leurs amis, s'affligent des inepties, des pauvretés qu'ils doivent endurer par devoir. Eux-mêmes font volontiers chorus, affectent un air surmené, écrasé par la bêtise humaine, qui est toujours assez avantageux. Votre serviteur ne s'en prive pas. La réalité n'est pas aussi tragique. Si le métier pèse à ce point à des journalistes ou des écrivains chargés d'une de ces rubriques de plaisir, ils ne tarderont pas à l'abandonner. J'en connais plus d'un cas. Mais ceux qui persévèrent, à moins d'être de l'espèce des plus vils tâcherons, y trouvent bien quelque agrément. Je suis sûr de ne pas parler ici seulement en mon nom. Il est fatigant de voir sur l'écran, comme sur les scènes, les mêmes sottises, les mêmes grossièretés rééditées sempiternellement. On connaît vite aussi les noms, leur liste s'allonge de saison en saison, de tous ceux dont il n'y aura jamais rien à espérer, sans qu'il soit possible d'éviter leur ouvrage. Mais le chroniqueur, sous peine d'être bien vite insupportable, doit être par nature un spectateur cherchant, comme les autres, avant tout à se distraire, à se laisser émouvoir, et simplement invité à dire tout haut ce qu'il pense, parce qu'il est un peu plus entraîné à s'exprimer. Ce qui lui confère l'avantage, malgré tout enviable, de collaborer dans ses faibles moyens au succès de ce qu'il aime, à l'insuccès de ce qu'il n'aime pas. Cette seconde tâche, qui l'amuse d'abord, devient bientôt la plus fastidieuse, parce que la plus fréquemment imposée. Pour cette raison, pour l'ennui d'avoir subi au préalable des gaucheries et des sottises qu'il ne connaît que trop, le chroniqueur, surtout lorsqu'on l'imagine tel que le méchant loup, dirais-je aussi le hargneux roquet, sur la piste de l'auteur ou de la vedette à mettre en pièces, fait la recherche pour son propre compte d'un bon divertissement. Ces éreintages ne sont que la rubrique de ses déceptions. Une fois sur deux, sur trois, selon ses facultés d'illusion, il entre dans une salle avec l'espoir de s'amuser ou d'être touché. J'étais dans cette heureuse disposition l'autre après-midi en entrant au Marignan pour voir Fric-Frac. Ce n'est pas que j'ai jamais attendu monts et merveilles de M. Édouard Bourdet. Je crois m'être rarement ennuyé au théâtre autant qu'aux 2 derniers actes de sa Fleur des Pois, qui se traîne avec une telle peine. Je n'avais pas vu Fric-Frac sur la scène, mais j'avais entendu louer la gaieté de cette pièce par de bons juges, et je ne cherchais rien d'autre qu'une occasion de rire un peu. La distribution, par-dessus le marché, semblait bien m'en donner la garantie. Comme beaucoup de spectateurs français, j'ai un faible pour M. Michel Simon. Je pense que c'est un de nos meilleurs acteurs comiques. J'aime beaucoup aussi la gouaille si juste de Madame Arletty. Restait M. Fernandel, mais on sait qu'il a pu être excellent quand on le tirait de l'ornière des vaudevilles militaires. Ici, je dois noter une infortune particulière au chroniqueur. L'habitude qu'il a des images le fixe presque aussitôt sur la qualité de ce qu'il va voir. Au théâtre, un départ laborieux peut nous amener à un drame d'une puissante progression. Au cinéma, la première scène a été tournée au milieu, voire à la fin du travail, selon les exigences du plateau et de l'emploi du temps. C'est un échantillon de la production qui ne trompe pour ainsi dire jamais. Au bout de 100 mètres de pellicule, j'avais classé en soupirant Fric-Frac parmi les plus insipides navets. Je veux croire qu'à la scène, le texte de M. Bourdet possède certaines vertus. J'en ai relu l'intrigue.
La rencontre d'un cambrioleur paresseux et poltron que son métier ennuie, mais qui n'en connaît pas d'autres, avec un employé de bijouterie d'une naïveté éperdue, peut être savoureuse. Mais la preuve a été faite 100 fois que ce théâtre boulevardier, tout en apparence en bas goût, ne résiste pas à l'épreuve de l'écran. L'optique du cinéma est toute différente. C'est un miroir grossissant qui accuse impitoyablement l'insignifiance d'une intrigue, l'arbitraire d'une situation. Le théâtre possède ses artifices, flux des mots, présence réelle des comédiens, pour dissimuler ses faiblesses. Le cinéma a aussi les siens, mais qui sont tout différents, qui procèdent de la vue, du mouvement. Pour sauver un quelconque fric-frac, il faudrait donc que le cinéma y ajoutât beaucoup de son propre cru. Mais les auteurs du film du Marignan, M. Maurice Lehmann, M. Michel Durand, n'en ont eu ni les moyens ni le talent, la médiocrité de leur budget s'ajoutant à la mesure de leur imagination cinématographique. La posture de M. Michel Durand est particulièrement fâcheuse, puisqu'il est juge du cinéma et juge à l'emporte-pièce au canard enchaîné. Son tripotage n'a eu d'autre effet que d'alourdir et d'étirer lamentablement le dialogue de M. Bourdet. On sait que ce dialogue fait un vaste emploi d'un argot du reste laborieux, souvent périmé, destiné à épater les gens du monde de la générale, puis les bourgeois des soirs ordinaires. L'usage de cette langue verte dans les dialogues de M. Durand a la gaieté d'une explication de grec, à grands coups de dictionnaire, par des potaches annonnants et sous la férule d'un pédagogue enchiffrené. Lorsqu'un vocable, le cave, les Robert, éclusait un godet, a pénétré enfin dans la substance grise des patients, on l'y cheville en le rabâchant comme si des examinateurs d'une linguistique spéciale nous attendaient à la sortie. Le découpage est conduit avec une maladresse telle que l'intrigue, toujours plus ou moins béquillarde chez M. Bourdet, est réduite à deux situations reparaissant de quart d'heure en quart d'heure avec une inexorable symétrie. C'est encore trop peu de dire qu'il s'agit de théâtre photographié. On n'a même pas su le décalquer honnêtement sur de la pellicule. Les meilleurs acteurs du monde ne peuvent rien pour un film aussi disgracié. M. Michel Simon le traverse, solitaire, avec son grand talent qui ne trouve aucun écho et finit par nous donner le sentiment qu'il s'ennuie presque autant que nous. Madame Arletty s'évertue consciencieusement à communiquer un peu de sa verve à cette misère, mais c'est une besogne surhumaine. Monsieur Fernandel ne paraît plus capable de se relever des Ignace, des Berlingot et compagnie. Les comparses sont empruntés ou résignés. Le public reste de glace. J'étais venu me délasser, je suis sorti avec une migraine amère, une humeur massacrante.